Alors on va commencer si ça vous va. Donc déjà merci à tous. On s'est posé la question maintenant que le déconfinement est enfin arrivé de si on continuait les webinaires. On avait déjà un petit peu prévu de les continuer, mais en fait face au succès que ça représente et puis au fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se connectent et puis aussi qu'il y ait des gens qui se connectent depuis le début et qui nous suivent toutes les semaines, on s'est dit que c'était vraiment une initiative à continuer. Donc, on vous remercie tous pour votre présence. On est toujours aussi ouvert à vos retours, à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et donc, comme chaque semaine, on vous accueille pour nos webinaires donc, du mardi après-midi. Donc, je vais présenter rapidement WIM pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, WIM, on est une plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants et des entreprises de toute taille. Et on a vraiment quelque chose qui est à notre cœur, c'est la communauté. Donc, avant le confinement, on se retrouvait tous les mois pour échanger, se former ensemble. Et on voulait vraiment continuer à avoir un petit peu ce moment où on se retrouvait d'une façon un petit peu différente. Et c'est pour ça qu'on a lancé ces webinaires. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera le design thinking. Et pour en parler, on a invité Bertrand, qui n'est pas un consultant indépendant, qui travaille donc chez Bouygues Immobilier. Et en fait, on l'a invité parce qu'il a vraiment une expertise centrée sur l'innovation et la transformation par l'approche design. Donc, il a débuté chez Decathlon, puis ensuite, il a travaillé dans le conseil pour monter une offre dans un cabinet qui deviendra pionnier en design thinking. Et ensuite, il a monté un lab d'innovation digitale chez un assureur. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il s'occupe donc de l'open innovation et du design thinking chez Bouygues Immobilier. Il va vous présenter donc une présentation sur le design thinking vraiment basée sur ses expériences et donc sur ses retours concrets. Et il voudrait vraiment pouvoir faire la présentation la plus interactive possible. Donc, que toutes les Isabelles n'hésitent pas à participer et puis les autres aussi. Donc, comme d'habitude, on vous propose d'échanger, mais je pense que vous avez pris le pli vu qu'il y a déjà plein de messages. Oui, Jean-Luc, il y a aussi tous ceux qui viennent pour la première fois, ils sont les bienvenus. Il y a les messages dans Converser. Donc, si vous êtes un peu nouveau sur Zoom, mais maintenant, on a tous au moins un bac plus un mois en Zoom, donc c'est voire deux. C'est dans Converser, donc juste en bas de votre écran. N'hésitez pas et n'hésitez pas à le mettre à tout le monde pour que ce soit vraiment interactif et que vous puissiez parler avec tout le monde. Donc voilà, les présentations sont faites. Moi, je vous ai donné un petit peu les règles pour pouvoir parler. On est parti pour une bonne 40-45 minutes de présentation de Bertrand pendant lesquelles vous pouvez participer. Et puis ensuite, il y aura des questions-réponses. Bertrand, à toi la parole. Merci Isabelle. Est-ce que vous m'entendez? Du coup, Isabelle, tu m'entends? Ouais, Top. Alors, merci à Isabelle et merci à Aristide, à toute l'équipe WIM de m'avoir sollicité. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Isabelle, c'est toi qui fais un peu la modératrice, hein, c'est ça, je pense, par rapport aussi à différentes questions qui arrivent. Oui, n'hésitez pas à changer vos noms parce que j'ai l'impression d'être dans John Malkovich, c'est assez bizarre. Alors, du coup, l'idée, là, aujourd'hui, c'est vraiment que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir trois parties. La première, ça sera d'aller plutôt sur la partie théorique. Et puis ensuite, petit à petit, de vous donner un peu des clés méthodologiques et puis surtout de vous partager un peu moi mes observations sur le terrain et puis mes différentes expériences du sujet. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par une définition. Hein. Qu'est-ce que c'est le design thinking? Alors, en fait, au départ, moi, ma formation, c'est designer. J'ai aussi fait une école d'ingé après en éco-conception, management de l'environnement. Mais ma formation initiale, c'est designer. Donc, le design, qu'est-ce que c'est? J'aime bien, il y a plusieurs définitions, mais celle que je retiens, c'est disegno de l'italien. Donc là, ça vient de la Renaissance. Donc, c'est dessin à dessin. Donc, c'est en fait le dessin à dessin. Donc, c'est dessiner avec un objectif, avec un projet derrière. Ouais. Et cette cette définition-là me paraît intéressante parce qu'elle reflète, elle décrit bien en fait la discipline, le dessin d'une intention, d'un objet, d'un projet. Voilà.
Et donc, petit à petit, finalement, la discipline du design s'est démocratisée. Et puis, alors, il y a une émergence, notamment de Stanford, de la D-School aux États-Unis, donc il y a des chercheurs, notamment Rolf Fast, mais aussi David Kelley, qui bosse chez IDEO, c'est un cabinet de design thinking, et qui ont démocratisé la discipline. Et donc, en fait, ils sont venus observer la façon de travailler des designers, la façon de réfléchir et de concevoir, et ils ont théorisé en fait l'approche. Et donc aujourd'hui, je pense que beaucoup parmi vous soit ont déjà pratiqué, soit ont déjà entendu parler de tout ça. Voilà, donc c'est juste pour l'histoire, et je pense que en fait c'est pas opposer les deux principes, hein, c'est justement les associer, puisqu'on a bien une partie où on va penser et une autre partie où on va faire. Voilà, donc il y a, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais du coup les deux disciplines se renforcent, et en fait voilà, on parle un peu de la même chose. Il y a une partie qui est plutôt théorique et l'autre pratique. Alors, deux designers qui m'inspirent beaucoup. Le premier, c'est Kenji Ekuan, qui est un designer japonais qui a travaillé beaucoup sur le transport et puis sur des produits de grande consommation. Donc, et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'objectif du design, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie. Ça, c'est l'objectif initial. Et du coup, lui, s'est beaucoup battu pour ça. Et donc, il a créé pas mal d'objets iconiques, notamment sur Internet, mais un petit produit qu'on retrouve souvent dans les restaurants asiatiques, c'est une sauce de soja. Et puis après, beaucoup d'objets de transport, puisque c'était un designer industriel. Il y en a un second que j'aime beaucoup aussi, c'est Victor Papanek, hein, qui est un designer qui a beaucoup travaillé sur le design écologique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Design pour un monde réel, qui est vraiment d'actualité d'ailleurs, hein, et qui est, lui, en fait, va pousser un design avec des convictions. Il pense que le design doit revendiquer des principes radicaux et de frugalité, donc faire plus avec moins. Et donc voilà, ça c'est en tout cas des designers qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent toujours. Si vous voulez avoir plus d'infos théoriques, je pense qu'il y a quelques bouquins qu'il faut lire. Alors, Design pour un monde réel, il existe, hein, bien sûr, c'est un bouquin qui a 30 ans. Il y a Design industriel de Raymond Guido, donc, qui explique l'histoire du design. Et puis après, il y a le bouquin d'IDEO, de Tim Brandt, c'est Think by Design, qui est une référence. Voilà, quelques bouquins, il y en a d'autres, hein, il y en a pas mal. Hein. Et puis, après, si vous cherchez à avoir des outils pratiques, il y a en open source pas mal de sites, hein, qui proposent des outils. Alors, il y a le site d'IDEO qui propose des kits, des toolkits. Il y a le site de la D-School, pareil, hein, vous trouvez pas mal de choses. Et puis, il y a pas mal de sites, même français. Hein, il y a même sur le site de la simplification de la modernisation d'action publique, il y a des éléments, des outils, la SGMAP, et puis d'autres, si vous souhaitez, moi je pourrais vous les partager, ou en tout cas vous partager quelques liens après. Alors pourquoi est-ce que finalement on doit faire du design? C'est pas une obligation bien sûr, hein, mais en tout cas on l'utilise pour se différencier, pour engager les clients, pour engager les utilisateurs. Se différencier, c'est effectivement dans un contexte où très concurrentiel, c'est important de pouvoir se différencier. Donc le design contribue à la différenciation. Et puis en fait, il permet aussi de répondre aux grands défis qui sont multiples, hein, et aux différentes menaces dont il faut faire face dans l'entreprise ou dans une organisation. Puisqu'en fait, le design se pratique dans les entreprises privées, dans des entreprises, dans des organisations, dans des ONG ou dans des structures publiques. Voilà. Et donc, quels sont les champs d'application finalement du design? Bien, on peut l'appliquer un petit peu partout, hein, finalement, parce que au départ, le design était fin 19e, début 20e, la naissance du design industriel. Donc, c'est plutôt des produits, du mobilier, des produits de grande consommation. Et petit à petit, en tout cas du mobilier, on a industrialisé, on a standardisé les mobiliers. Et puis petit à petit, on est allé sur l'industriel. C'est avec une explosion dans les années 50
où on a créé voilà, des objets que vous connaissez assez iconiques, hein, des ordinateurs, des voitures, des imprimantes, voilà, des objets du quotidien avec différents mouvements qui ont traversé le temps. Puis petit à petit, les designers ont migré vers du design digital, du design, et pour arriver à du design d'expérience. Et puis aussi maintenant, on utilise le design pour travailler des nouvelles organisations, de nouveaux process. Donc c'est aussi un petit peu ce que je fais aujourd'hui de mon côté chez Bouygues Immobilier, c'est que je vais designer des façons de travailler, des manières de travailler et des façons de faire en fait. Voilà, donc ça c'est les champs d'application. Donc pour commencer, alors je vais aller assez vite, hein, mais vous connaissez tous les défis auxquels on doit faire face dans une organisation, dans une entreprise. Hein. Bien sûr, l'évolution des comportements et des usages clients et utilisateurs, l'évolution des attentes et usages collaborateurs. Il y a aussi la notion de nouveaux entrants. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les entrants digitaux, les GAFA et Bertrand, compagnie. on a un problème de son. Ça fait un son intermittent. Donc, je sais Ouais. pas si peut-être, je sais pas si c'est mieux d'enlever le. Alors, je vais essayer de mettre un autre. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Là, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ah, peut-être qu'il ne faut pas que je bouge trop là. Donc voilà, des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels. Donc, vous en connaissez un certain nombre. Et puis, je ne vous raconte pas les histoires que vous connaissez également sur les acteurs en place qui ont été doublés par les nouveaux entrants. Et puis, des enjeux et des défis aussi sur les organisations, les modes de fonctionnement, puisque on sait bien que les entreprises sont encore assez silotées et que c'est un véritable risque, une véritable menace. Un enjeu d'adaptation et de résilience. Comment on fait pour, dans le temps, pouvoir survivre quand on est une entreprise, une organisation. Et puis, enfin, un enjeu, en tout cas un défi sur les pressions sociétales et les montées, les prises de conscience finalement de la société, des citoyens, des utilisateurs. Alors donc, rapidement, alors, en tout cas, c'est comme ça que je décrypte les choses. Ouais, ça recoupe ça, au niveau du son. Ça recoupe là? Ouais. Là, est-ce que c'est bon là? Bah, non. Je vais essayer de prendre un autre casque. Ouais. Un instant. Est-ce que c'est mieux là? Allô? Essaye. Vas-y. Isabelle? Oui, je crois que c'est mieux, ouais. Essaye. Est-ce que là c'est mieux? Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Bon, désolé. Donc, l'évolution des comportements des usages clients, ça ne vous échappera pas qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté, que on est assez rapidement, il faut faire preuve de transparence et surtout le risque de réputation est omniprésent, donc on peut tout à fait assez rapidement finalement se faire avoir des soucis sur la qualité des produits qu'on vend, parce que effectivement un utilisateur qui est insatisfait va le dire assez vite, ça va se propager, et donc et ça il faut vraiment pour ça effectivement pouvoir anticiper ça. Donc, ça veut dire que c'est hyper exigeant pour les entreprises. Il faut qu'elles soient qu'ils soient absolument qu'elles produisent des produits de qualité et des produits et des services de qualité. Voilà, et qu'il y ait une relation client qui soit exemplaire. Deuxième évolution, c'est l'attente des collaborateurs. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'un étudiant sur deux. Quand il sort de ses études, il ne souhaite pas forcément rejoindre un grand groupe. Soit il veut se mettre à son compte, ou alors il veut s'il se met dans un grand groupe, il veut pas forcément y rester très longtemps. Donc, ça questionne un petit peu les entreprises, et ça pose la question de comment est-ce qu'on fait de la rétention
comment est-ce que déjà on attire les collaborateurs et comment est-ce qu'on peut les retenir. Et donc, je pense que un certain nombre d'entreprises font beaucoup d'efforts aujourd'hui. Donc, elles vont travailler sur l'attractivité, sur les conditions de travail, etc. Mais ça ne suffit pas forcément, puisque et moi, je fais le lien notamment avec tout le travail qu'elles font sur leur raison d'être et sur finalement la mission qu'elles doivent offrir à leurs clients. Il faut qu'elles soient beaucoup plus en phase avec les attentes de la société et aussi aux attentes des collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est de créer un alignement entre l'engagement, enfin, en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir aligner au maximum les collaborateurs vers la mission de l'entreprise, en tout cas, les aligner vers le client, de façon à ce que ça puisse produire du sens et que les collaborateurs restent toujours engagés. Et donc ça, je pense qu'il y a peu de boîtes, en tout cas de grosses entreprises qui réussissent à le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, la tendance, c'est vraiment de bouger là-dessus parce qu'on sent bien que c'est une véritable menace. Alors, les nouveaux entrants, ça, on va passer assez vite, hein, mais des acteurs comme Blablacar, effectivement, c'est des gens qui ont conçu avant tout le monde proposer une solution de mobilité, avant la SNCF, avant les acteurs de la mobilité. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont petit à petit prennent de plus en plus de place. C'est un exemple. J'ai pas mis de boîte américaine parce que voilà, comme ça permet de changer un peu. Et je voyais d'ailleurs que Blablacar lançait une application pour les voisins, pour le voisinage. Là, pendant le Covid, ils ont lancé ça, qui permet de faire des courses pour ses voisins. Et donc ça, c'est typiquement, je donne l'exemple parce que chez Bouygues on a sorti il y a plusieurs années, il y a 4 ans, on a sorti une application qui s'appelle Entre voisins, qui permet de faciliter la relation entre les voisins, donner des bons plans, simplifier un petit peu la vie dans les logements. Et voilà, donc ça, c'est un acteur qui arrive et qui va bouleverser un peu de ces applications. L'organisation et les silos, alors j'ai trouvé ces petits schémas sur Internet, j'ai trouvé sympa. Oui, parce qu'en fait, il y a des organisations, il y a des silos fonctionnels dans l'entreprise, il y a des silos organisationnels. Et donc, en fait, quand on a une organisation très pyramidale avec d'opacité et des prises de décision à étage, eh bien, en fait, à un moment donné, ça perd, le collaborateur perd un peu le sens de son action. Il a du mal à s'y retrouver et c'est exactement comme ça. Et qu'on limite l'engagement collaborateur et puis qu'en plus, qu'en fait, qu'on crée des frontières entre les différentes entités de l'entreprise et que les gens ne se parlent plus. Voilà. Donc ça, c'est un véritable danger. Et donc, tout l'enjeu consiste à faire une organisation centrée sur le client. Et voilà. Donc, et d'avoir une vision, effectivement, une vision et d'entraîner tous les collaborateurs dans le même sens. Ça, ce sont des choses que vous connaissez bien. Et puis la résilience, alors j'ai trouvé cette affiche-là que je trouvais sympa. Ça veut dire quoi la résilience? C'est un mot un peu à la mode, mais je suis un peu opportuniste, donc j'ai mis ça là. Et ben en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement. Et pour ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, hein, mais il y a des études assez intéressantes sur notamment les entreprises à ADN familial qui résistent mieux aux crises parce qu'elles ont la plupart du temps des visions long terme et qu'elles mettent véritablement à la fois le client, mais aussi le collaborateur au centre de leur réflexion. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc là, Covid-19 et agriculture, on va tous mûrir. Je trouvais ça un petit clin d'œil, mais c'est de dire, voilà, comment est-ce que, face aux crises qu'on peut vivre et aux crises qu'on aura dans le futur, comment est-ce qu'on crée une organisation qui permet de pivoter facilement et de s'adapter. Et je pense que, en tout cas, la vision long terme permet probablement c'est assez structurant pour que les gens puissent continuer à être engagés et poursuivre dans le cas de crise. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de boîtes comme Apple? Eh bien, c'est qu'elles ont créé des produits désirables. Qu'est-ce qui fait le succès de Blablacar? C'est le prix du voyage et la simplicité. Qu'est-ce qui fait le succès de Decathlon? Eh bien, c'est que véhicule le bonheur via le sport.
Et donc, ce sont des boîtes voilà, qui ont intégré le design et qui en ont fait un contributeur fort pour se différencier. Quand on parle de design thinking, design, on aborde forcément la question de la méthode. Donc, il y a beaucoup de schémas qui existent. Moi, j'aime bien finalement l'approche d'IDEO qui est en 3 phases, inspiration, idéation et implémentation. Donc là, je l'ai un petit peu enrichi. Donc la première phase qui est importante quand on va lancer un projet de design avec des méthodes design thinking, c'est de l'observation et de la compréhension. Ça, c'est vraiment clé. C'est vraiment souvent on dit que finalement les entreprises ou en tout cas les entreprises sont hors sol vis-à-vis de leurs clients. C'est vrai en fait parce que ce qui est important finalement, c'est de saisir ce qui se passe dans la réalité et c'est d'aller en friction avec les utilisateurs et les usagers et les clients pour voir véritablement identifier quels sont leurs points de douleur, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils utilisent les choses, de façon à bien comprendre et derrière pouvoir répondre de façon pertinente à toutes ces problématiques. Donc ça, c'est la première phase, l'observation et la compréhension de l'existant. Donc dans cette phase-là, on va identifier des territoires d'opportunité et on va identifier des problématiques auxquelles on va répondre. Ensuite, on va rentrer dans une phase d'idéation. Et donc dans cette phase d'idéation, on va faire beaucoup de créativité par itération, c'est-à-dire qu'on va faire associer des membres de l'équipe projet, mais aussi, pourquoi pas, des clients si on pense que c'est pertinent, ou des utilisateurs. Et on va, avec eux, de fil en aiguille, faire des premiers scénarios et des premières versions de produits ou de services. Et donc, on va assez vite fabriquer un produit. Et puis, la dernière phase, on va faire et démontrer. Donc là, on va on va concevoir et fabriquer le projet. Et puis, on va démontrer, c'est-à-dire qu'on va faire des tests terrain et on va démontrer de la valeur d'usage du projet afin éventuellement de l'industrialiser. Voilà. Et donc, en général, pour que ça fonctionne, en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est d'associer, déjà de partager cette vision-là en amont du projet et d'associer un maximum de personnes à ces différentes phases, donc en amont, pendant et après, et puis d'associer aussi les décideurs à toutes ces étapes. Donc, par exemple, en phase d'inspiration, on peut faire des learning expeditions avec les décideurs, les emmener sur le terrain, par exemple. On peut les emmener dans les quartiers, si on parle de projets immobiliers, pour visiter des quartiers, se rendre compte, palper un peu tout ce qu'on ne perçoit pas quand on est dans les bureaux, donc sentir les choses. On peut les associer aussi en phase d'idéation, c'est-à-dire que on va leur présenter des choses et ils vont rebondir, ils vont donner leur avis, etc. Et puis, on va les associer finalement, évidemment, en phase de décision d'industrialisation, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier les choses et comme ça, on les embarque aussi dans cette démarche-là. Donc en dessous, j'ai mis, parce que souvent on me pose la question, c'est quoi design thinking agile, design thinking startup, etc. Comment ça s'intègre tout ça. Donc le design thinking, c'est vraiment une approche globale, c'est une approche macro. Et donc en général, c'est en amont du lean startup. Et par contre, ça s'imbrique très bien avec de l'agile. Mais ça, c'est surtout quand on parle d'un produit digital. Mais vous verrez après que quand on parle d'un programme ou d'un projet urbain ou projet immobilier, on est sur des temporalités très longues. Donc, c'est des temporalités qui peuvent durer à peu près 10 ans. Voilà, entre le moment où on a l'idée, on répond à un concours, et le moment où on va livrer un quartier, par exemple. Alors, le talent du designer, c'est quoi finalement? C'est qu'il est en capacité de scénariser des expériences, mais il faut qu'il puisse créer une bonne surprise, une identité forte, un projet. Il faut qu'il puisse travailler la forme, l'esthétique, c'est hyper important. Et puis la matière, les couleurs, que ça puisse procurer du sens, et puis qu'il travaille bien les finitions. Donc ça, c'est surtout vrai quand on parle d'un produit, mais c'est aussi vrai quand on parle d'un service. On voit hein,
Pourquoi est-ce que vous utilisez en général une application plutôt qu'une autre? C'est pas parce que la proposition de valeur elle est meilleure, c'est parce que l'expérience qui est proposée, elle est plus simple, plus fluide et plus accessible. Donc, en tout cas, le design au sens esthétique du terme est hyper important. Il faut travailler les interfaces et qu'il y ait une cohérence dans les interfaces. Voilà, dans toute l'expérience. Alors, ça, j'ai passé. Le petit schéma que je vous ai montré avant, finalement, il faut pouvoir l'appliquer à chaque secteur d'activité. Quand je bossais chez Malakoff Médéric, on avait adapté finalement le design thinking à la culture du groupe. Et puis là, quand je suis chez Bouygues, on a adapté aussi la méthode de design thinking à un projet urbain. Et du coup, il faut pouvoir adapter ça effectivement aux spécificités et aux pratiques internes. Donc, si on parle d'un projet urbain, très rapidement, hein, on va retrouver certaines phases. Mais ce qui va être clé, c'est vraiment d'impliquer à la fois les parties prenantes, puisqu'elles sont très nombreuses. Hein. Quand on travaille sur un projet urbain, on a un groupe projet qui est important, et puis on a des acteurs de la ville qui sont importants aussi. Et donc, à toutes les étapes du projet d'innovation, design, il faut pouvoir les intégrer. Et donc, on va d'abord passer par une phase de diagnostic. Ensuite, on va donner du sens et une âme au projet. On va, après avoir travaillé les promesses, incarner l'ambition dans des solutions concrètes au travers de solutions de commerce, de solutions de services, d'habitat, etc. Et puis, on va modéliser, visualiser, on va prototyper numériquement, on va dire, le projet, le quartier, on va le modéliser. Et puis, ensuite, on va se dire, avant la livraison, parce que entre le moment où on a finalement répondu à un concours et le moment où on va livrer, parfois, on a 5, 6, 7 ans. Et donc là, on va examiner l'opportunité d'un urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'expérimenter en réel des usages pour maximiser la valeur d'image et d'image d'un quartier. On va intégrer on va faire des partenariats avec des petites startups, avec des acteurs locaux pour tester des choses. Donc, on peut faire des bars éphémères, tester des boutiques éphémères, tester des premiers usages. Et puis enfin, on va observer et mesurer pour être dans une logique d'amélioration continue par rapport au projet et aux produits qu'on va proposer. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça, c'est un design c'est un peu différent. Hein, c'est une méthode inspirée du design thinking appliquée à un projet urbain. Donc le design, on a dit, ça apporter une bonne surprise pour le client et pour l'utilisateur. Donc on doit, pour créer cette bonne surprise, générer de la fonction et de l'émotion avec sur un coût qui soit accepté. Et donc j'ai remis la pyramide de l'expérience client que vous connaissez certainement, hein, mais finalement, alors qu'on a aussi appliqué nous différemment, mais dans l'immobilier. Ce qui est important, c'est qu'avant de travailler le plaisir et l'émotion, il faut quand même avoir tous les étages de la pyramide. Il faut d'une part travailler sur la proposition de valeur de base et qu'elle tienne la route, et puis ensuite travailler sur la qualité, comment on va délivrer en fait le produit, comment on va faire en sorte qu'on réponde aux satisfactions clients, et puis on va derrière, une fois qu'on a fait tout ça, c'est là où on va travailler aussi sur le sens et l'émotion pour qu'il y ait un petit supplément d'âme dans le produit et le service qu'on va proposer à nos clients. Alors, c'est pas forcément des choses incroyables, hein, ça peut être des choses toutes simples, mais c'est ça qui va faire parler les gens et qui va créer de la recommandation. Et c'est là où on va rentrer dans le cercle vertueux d'un produit qui fonctionne. Voilà, donc, c'est le cercle vertueux de la recommandation. Le design thinking, on l'a dit tout à l'heure, c'est créer de l'expérience, c'est d'être dans la pensée de l'expérience, de bout en bout, avant, pendant, après, mais aussi de the undoing, c'est une excellente exécution du produit. Donc, pour que ça fonctionne, il faut les deux. Et il faut être bon dans l'expérience qu'on va générer, sur le parcours, et puis il faut être bon dans l'exécution du produit. S'il n'y a pas les deux, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, le son est redevenu fluctuant. Bertrand, je pense que c'est peut-être quand tu bouges, elle doit frotter contre ta veste ou je sais pas. Des fois, ça. Alors, je vais retirer ma veste. Là,
je vous propose qu'on fasse un petit zoom sur la méthode, encore une fois. Hein, mais paraissait intéressant. Alors, j'ai repris cette image d'un designer, justement, qui était venu faire une présentation chez nous. Et du coup, je l'aimais bien parce qu'effectivement, quand on veut comprendre ce que je disais tout à l'heure, alors là, c'est quand on veut comprendre comment chasse un lion, on ne va pas au zoo, on va dans la jungle. Et c'est exactement ça, c'est que souvent, on pense connaître nos clients au travers d'études quanti, en ligne, par téléphone, qu'on sous-traite à des cabinets, etc. Mais c'est pas, alors c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et en complément, je pense que le design permet, au travers des sciences humaines, et notamment l'étude ethnographique et sociologique, d'apporter cette notion d'hyperqualitativité. Donc, on fait de l'hyperquali, on va vraiment au contact des gens et on se rend vraiment compte de ce qui se passe. Donc, le design, dans sa philosophie, amène, amène à aller vraiment sur le terrain. Je vais passer cette vidéo, mais ça fait bien le lien. Donc, à la rencontre du terrain, observer et comprendre. Donc là, je vais commencer à vous partager un peu des retours d'expérience. Alors ça, c'est pas moi qui ai assisté, mais c'est des collègues de la direction innovation chez Boudimo qui organisent. Alors, dans notre, quand on va, qui organise en fait des sessions avec des habitants pour travailler et avoir des retours d'expérience, notamment sur un produit qu'on a sorti, un produit-service, c'est l'application Entre Voisins dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ils vont à la rencontre des habitants quand on fait des livraisons. Donc là, c'est à Nanterre, Cœur Université. C'est un projet, un programme qu'on a livré il y a peu de temps. Et donc, ils vont avec eux pour leur faire des présentations de cette application et de recueillir leur retour pour voir comment on peut s'améliorer. Donc voilà, là, on est vraiment dans cette notion d'écoute terrain et de co-conception avec les utilisateurs clients. Voilà, donc, comment ça se passe? On organise une session, on se met autour de la table, on met un peu de convivialité, on fait des présentations, on note, on prend en considération les retours. Voilà, donc ça, c'est vraiment indispensable à un moment donné. Alors, on peut le faire en amont, dans les phases d'imagination et de conception, mais on peut aussi le faire en aval pour être dans cette logique d'amélioration du produit avec différentes versions du produit. C'est ce qui se passe dans tous les secteurs où il y a du produit de conso. Donc, on fait une V1, V2, V3, puis on améliore le produit au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut, c'est pas avoir peur de sortir les premières versions. Voilà. À partir du moment où ça marche. Oui, non, ça marche très bien. C'était pas sur ça, c'était pour donner un truc un peu plus intelligent cette fois. Comme j'essaie de lancer l'interactivité parce que les gens se lancent pas encore, je voulais juste te demander, donc je vois très bien comment tu fais ça pour des produits conso ou B2C. Quand tu es dans le B2B, est-ce que tu as des conseils pour vraiment réussir à capter tes clients et bien comprendre comment ils fonctionnent parce que c'est pas forcément duplicable dans ce contexte-là de faire un petit déj. Voilà. Est-ce que tu as des conseils pour le B2B? Le B2B, ça veut dire que B2B, le conseil C'est-à-dire que que j'ai ton à client, donner, c'est il plus, faudrait me donner un cas concret, mais oui. ton client, ça va plutôt être par exemple un corporate ou ton produit, c'est plus un service qu'un produit de grande conso. Et Ouais. du coup, comment toi, tu arrives à avoir des customer insights quand ton produit, c'est pas forcément un produit de grande conso, mais plus un service. Est-ce que tu as des conseils pour faire un petit peu? Pour moi, le service, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va délivrer une prestation à des clients. Donc, par exemple, je vais être tout concret. Chez Malakoff Médéric, ça fait le lien. Donc, je vais aller cet exemple. Chez Malakoff Médéric, on avait un sujet qui était comment on peut mieux prévenir des risques professionnels, voilà, notamment pour des métiers qui sont à pénibilité. Et pour pouvoir demain limiter les maladies. Et donc on est venu faire une expérimentation. Enfin, on a fait une expérimentation en interne parce qu'on a un site de reprographie. Un site de reprographie, c'est là où les gens imprimaient tous les documents qu'on envoyait aux clients. Et on a regardé un petit peu comment les travailleurs étaient soumis à pénibilité. Donc on a fait une phase
d'expérimentation. On a créé un gilet connecté avec des capteurs et pour voir un peu les seuils de pénibilité. Donc, on est venu faire de la mesure. Donc, on était bien dans cette logique d'après, de pouvoir proposer un service global, dans produit et service. Hein, c'était un service dans lequel on intègre des produits aussi. Dans cette situation où, où on va recueillir aussi des insights. Mais on les a fait d'abord en interne. Voilà, donc ça c'est un cas concret où on est venu. Alors c'est Malakoff Médéric qui font du Malakoff Humanis, ils font du B2B2C leurs clients sont les entreprises, hein, les DRH, les dirigeants, mais ils ont des affiliés, des bénéficiaires eux-mêmes. Donc finalement on va s'intéresser aux clients, aux utilisateurs finaux et non pas aux clients. Ça c'est un exemple. Donc, parce qu'en fait, le client, ça l'intéresse, lui. Ça l'intéresse que ses utilisateurs soient satisfaits quand on est dans un cadre B2B2C. Donc ça peut être une piste, c'est de se dire, finalement, je vais montrer à mon client que je m'intéresse à ses clients ou à ses utilisateurs. C'est deux choses différentes. Le client, c'est celui qui achète, l'utilisateur, c'est celui qui utilise. Donc ça peut être une première piste. Après, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que design thinking, ça vaut pour du produit, du service, mais ça vaut aussi pour des modes de fonctionnement, des façons de s'organiser, etc. Donc, ce qui est important, la base de tout, c'est vraiment l'observation. Si on ne peut pas aller sur le terrain, effectivement, ça me paraît difficile de pouvoir trouver des insights pertinents et on ne pourra pas faire toutes les phases d'un cycle d'innovation, inspiration, idéation, expiration. Voilà, de toute façon, c'est compliqué de pouvoir de faire tout de bout en bout dans certains secteurs d'activité parce que quand on veut effectivement faire un cycle complet en fonction du sujet qu'on travaille, ça peut durer entre 2 mois, on va dire, 1 mois, 2 mois et plusieurs mois, voire plusieurs années. En l'occurrence, là, cette expérimentation, ce projet chez Malakoff Médéric, l'expérimentation, on a fait. Alors, le projet il a duré plus d'1 an. C'était une étude d'opportunité et l'expérimentation, elle a duré 2 mois. Voilà, on est venu avec des ergonomes, etc., faire les mesures, etc. Donc, on est venu faire 3 sessions de mesures et derrière pour identifier la pertinence de la mesure et puis d'ailleurs identifier des nouvelles pistes de services qu'on pourrait adresser à des clients. Ouais. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, Isabelle. Je pense. Et ce qui est cool, c'est que ça a lancé plein de questions. Donc, tu me diras quand tu veux qu'on ouvre un petit peu, parce que là, on en a plein. Rapidement, mais on peut aussi effectivement avoir de l'empathie avec le digital et la data. Donc là, on a l'exemple de Decathlon, moi, que j'aime bien parce que effectivement, j'ai bossé chez eux à la fois quand j'étais étudiant, j'étais vendeur chez Decathlon, et après comme designer au départ chez Quechua. Et donc, en fait, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à fond vers le client. Ils sont vraiment au top. Et même à un moment donné, ils disaient qu'un produit où il n'y a pas plus de 3 sur 5, qui n'est pas noté au-dessus de 3 sur 5, on s'engage à le retirer des rayons. Et en fait, eux, ils sont vraiment dans cette logique-là, ils veulent que leurs produits soient excellents, en tout cas qui répondent vraiment aux besoins principaux. Et ils vont être vraiment à l'écoute des clients. Donc, quand un client n'est pas satisfait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur la boutique en ligne. Ils vont leur apporter une réponse personnalisée, ils vont les faire en sorte derrière d'engager les clients détracteurs en clients ambassadeurs. Donc, ils vont les associer à la conception, ils vont essayer de comprendre, ils vont leur proposer des solutions et ils vont être vraiment dans cette logique vertueuse. Voilà. Donc, on peut, grâce au retour qu'on peut avoir sur le web et à l'analyse un peu des données qu'on peut collecter aussi, compléter cette approche terrain. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a vraiment les deux pans, l'approche terrain, l'approche digitale. Mais ça me paraît compliqué si on n'a pas quand même l'approche un peu au contact humain de pouvoir bien saisir tous les éléments. Un autre exemple, dans l'immobilier, on a effectivement lancé un CRM foncier pour des développeurs fonciers, donc des gens qui cherchent des terrains. On a, dans le cadre du programme d'intrapreneuriat dont je me suis occupé là, pendant 2 ans,
On a eu un développeur qui a eu l'idée de dire, voilà, aujourd'hui, quand je me balade sur le terrain, j'ai remarqué, moi, mes collègues, il a eu cette intuition et en tout cas cette On a observation. des problèmes de son, Bertrand. Je suis Ouais, désolée. ouais. Mais peut-être et sans le casque, tu crois pas que ça marcherait mieux? Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Ouais. Vous m'entendez là? Bah oui, oui, très bien. Là, c'est un autre exemple. Hein. C'était l'idée de faire un CRM foncier, une application qui soit simple, utile, efficace sur le terrain. Les développeurs, c'est des gens, donc en gros, ils vont chercher des terrains pour pouvoir les renseigner et pour derrière éventuellement voir s'il y a des opportunités de construire un projet immobilier. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils se baladaient, enfin jusqu'à présent chez nous, ils se baladaient avec leur tableau Excel et avec leur smartphone pour prendre des notes, mais ils n'avaient pas grand-chose. Et donc là, on a eu l'idée avec donc le porteur de projet de concevoir une application mobile qui puisse emmener partout pour pouvoir documenter, référencer, avoir des rappels, etc. et pouvoir gérer son portefeuille son portefeuille foncier de prospection foncière. Et donc ça, pour le faire, donc ça c'est parti vraiment d'observation et on a derrière on s'est dit, voilà, soit on va développer le produit nous-mêmes, soit on va identifier une start-up. En l'occurrence, on a trouvé une start-up qui bossait, qui avait commencé à développer un produit qui s'appelle Promolid, donc c'est Amaury Paour, là, le monsieur qui est au milieu. Et donc, on a travaillé avec lui et avec des bêta-testeurs, donc des premiers testeurs internes, des collaborateurs qu'on a engagés pour co-construire, affiner des fonctionnalités. Voilà. Donc, on a fait un test de 3 mois qui a été un succès et du coup qui nous a permis derrière, comme on avait validé assez rapidement la valeur d'usage, de valider on a validé le produit, on a industrialisé derrière le projet. Donc on a vraiment là été dans les phases 1 et 2, inspiration, idéation, ce qu'on a co-construit. En revanche, industrialisation, implémentation, on a implémenté, mais on n'a pas industrialisé puisqu'on a été accompagné d'une start-up. Il y a des questions, non? Peut-être Isabelle, dis-moi si. Je me fais traiter de grosse vicieuse, donc je sais. Mais à part ça, oui, il y a plein de questions. Alors, en fait, il y a pas mal de sujets sur est-ce que le design thinking peut être applicable à des projets RH, donc plus tournés vers des collaborateurs. Il y avait d'autres questions sur comment on peut appliquer la méthodologie, notamment pour des projets de transformation des organisations. Et puis, il y avait aussi, j'essaie de faire des grands groupes parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a aussi une partie méthodologie. Est-ce qu'il y a des sites, des blogs, des MOOC pour se former? Donc ça, je te propose qu'on fasse peut-être une liste à la fin, qu'on l'envoie avec les mails de remerciement. Ok, alors, ça c'est le bénéfice, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est important. On dit que le design thinking catalyse les transformations. En tout cas, il contribue, il apporte certains bénéfices. Et moi, je les ai mis là parce que je pense qu'effectivement, c'est assez vertueux. Le design thinking permet effectivement d'embarquer les collaborateurs et donc dans le cadre d'un projet de transformation, en utilisant ces méthodes-là, comme c'est des méthodes collaboratives, ça permet d'avoir un maximum d'adhésion et permet d'embarquer ses collaborateurs. Donc oui, dans le cadre d'un projet de changement, d'organisation ou un projet RH, il a de la valeur. Maintenant, je dirais que c'est un bénéfice secondaire, mais qui n'est pas, c'est pas le bénéfice central. Voilà. Mais effectivement, ça permet, ça développe le travail en co-construction en intelligence collective, hein, on l'a vu, parce qu'on est vraiment sur logique de co-construction. Ça développe la culture client et utilisateur, parce qu'on est obsédé par le client, par les utilisateurs et les usagers. Et puis, ça développe la culture de la valeur, parce qu'on remet en cause les modèles. On s'ouvre, on vient s'ouvrir et donc on vient re-questionner finalement, est-ce que le projet, le produit, le service qu'on propose, est-ce qu'il apporte vraiment de la valeur au client? Et ça, on a des retours directs, donc on vient le confronter à la réalité. Enfin, culture de l'efficience et du résultat. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans du test, on teste les choses, on va échouer assez vite, mais on va rebondir et on va faire des par itération, des protos de produits de services le plus vite possible pour arriver à une version satisfaisante qu'on pourra lancer derrière. Donc, l'efficience et du résultat, bien sûr,
Alors, comment on le quantifie? Ça, c'est après tout le ROI, mais il y a plein d'études là-dessus. Mais c'est surtout que en mettant les gens autour de la table, alors ça demande un peu de préparation et d'organisation, mais si on arrive à mettre au départ, créer une vision partagée, co-construire avec les collaborateurs, les embarquer, on va gagner, ça va prendre un peu plus de temps au départ, mais on va gagner beaucoup de temps par la suite, parce que c'est le problème de l'organisation en silo que je décrivais tout à l'heure, c'est que vous savez comment ça fonctionne dans les boîtes, si les gens ne sont pas alignés, on va perdre beaucoup de temps à convaincre derrière, à savoir, parce que ça va créer des insatisfactions, ça va créer des problèmes de périmètre, etc., etc. Donc, dans le cadre d'un projet RH, par exemple chez Malakoff Médéric, on a créé un laboratoire, donc on a incarné dans un espace les méthodes d'innovation et design thinking, un laboratoire innovation et digital qui a permis de répondre à 2 enjeux qu'il y avait, je pense, chez Malakoff Humanis, à la fois d'embarquer les clients, donc c'est plutôt la conduite du changement, l'aspect RH, dans un nouvel espace de travail, avec des nouveaux modes de fonctionnement, des nouvelles méthodes, mais aussi de pouvoir, côté client, donc ça c'est côté collaborateur, côté client, de pouvoir proposer des nouveaux services qui soient plus en phase avec leurs attentes. Voilà. Juste sur ce Il y sujet-là, en avait une autre. il y a une question qui est un peu liée, c'est comment, donc comme on a beaucoup de consultants indépendants qui sont intéressés par le design thinking, il y a une question donc liée un peu au bénéfice, c'est comment convaincre un client que la prestation de design thinking n'est pas une perte de temps. Donc c'est Julie qui précise, crainte de la réunionnite, mise en exergue des défauts du système et non des qualités, mise en avant des râleurs. Est-ce que tu as des conseils pour, au-delà des bénéfices que tu viens de souligner, et donc qui peuvent être un argument, mais de comment un petit peu voilà, enlever peut-être des craintes chez les clients par rapport à ce genre de projet. Oui, mais je pense que ça ne peut pas se résumer design thinking à des réunions. Enfin, souvent, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont lancées un peu là-dedans. On ne peut pas le résumer à un atelier. L'après-midi, on va faire des post-it pendant 2 heures. C'est pas ça, en fait. Je pense qu'on se trompe complètement. C'est vraiment. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vraiment pour moi s'entourer de compétences déjà, de gens qui maîtrisent le sujet. Donc, il faut, pour les gens qui ne maîtrisent pas encore, on peut se former et s'auto-former, mais c'est de se former déjà d'une part, et puis derrière, c'est ou alors de s'entourer d'un designer en partenaire qui va pouvoir, lui, apporter sa touche justement en complément. Et donc, comment on peut démontrer cette valeur-là à son client? C'est de lui garantir qu'on va vraiment avoir une réflexion qui est centrée sur les usages et le client. Et donc, en complément de ce qu'on peut faire en marketing, par exemple, ça me semble indispensable aujourd'hui voilà, d'avoir cette compétence-là. Donc, il faut effectivement, quand il y a un brief avec le client, il faut s'assurer que ça a de la valeur d'utiliser cette méthode-là. Toujours, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour se différencier ou pour répondre à des défis, des enjeux. Donc, ça veut dire que ça couvre beaucoup de sujets. Mais effectivement, c'est un coût. C'est un coût pour l'entreprise. Mais derrière, le retour sur investissement, il est assez puissant puisque, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein. Donc, on est orienté client, on délivre un produit qui tient la route, on crée supplément d'âme. Voilà, donc c'est pas évident, évidemment, de convaincre de faire une mission de design thinking, mais je pense qu'il faut vraiment l'essentiel de la méthode, hein, de l'apport, c'est vraiment l'inspiration au départ, aller sur le terrain, trouver des insights, travailler en co-construction, en idéation. Donc, pour moi, c'est un véritable bénéfice pour votre client, c'est de dire on aligne les parties prenantes et on va travailler ensemble pour avoir une vision commune. Ça, je pense qu'aujourd'hui, si vous dites ça à un client, il va être forcément preneur. Avoir une vision partagée, une vision co-construite centrée client. Et puis derrière, on va prototyper rapidement pour pas être juste dans des slides et dire voilà, c'est des recos, machin, mais on va faire autour d'un produit ou d'un service, on va le maqueter assez vite, de façon à ce que et de un, cette maquette est un objet de médiation, un objet de discussion, créer un langage commun, et de deux, pouvoir le confronter à la réalité le plus vite possible. Pour avoir des retours. Est-ce que ça a de la valeur? Voilà. Donc, c'est sûr que ça parlera plus ça à des clients d'avoir une maquette que d'avoir
je caricature volontairement, hein, que d'avoir des slides avec des recours. Il y a d'autres questions? T'as fini la présentation? Tu voulais aller un peu? Non, pas encore, j'avais d'autres exemples. Ouais. Bah, vas-y, continue. Je t'ai un peu donné le. C'est quoi les facteurs clés de succès? On a dit, alors justement, c'est comment convaincre. Donc déjà, il faut mener le projet avec une équipe unique et pluridisciplinaire, hein. Le design, c'est pas juste des gens dans leur coin. C'est en tout cas quand on parle de. Alors, ça peut, si on est de façon très avancée, travailler sur du design plus prospectif, sur des visions produits. Mais c'est d'abord une compétence qu'on intègre dans une équipe. Donc, il faut, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, hein. Il faut intégrer la compétence dans l'équipe projet. Ensuite, c'est concevoir le produit en partant de la compréhension de l'environnement et des besoins des utilisateurs. C'est très important. Alors, je pense que dans l'entreprise, on n'a pas attendu le design pour faire ça, hein, mais en tout cas, ça vient augmenter ça. Ensuite, définir l'expérience de bout en bout du point de vue du client, physique et digital. Ça, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir la vision globale, vraiment avant, pendant, après, et de scénariser nous permet de nous projeter finalement dans le futur usage. Ensuite, on va impliquer en construction les collaborateurs et les utilisateurs finaux réels dans le processus de conception de l'amont à l'aval. On a vu que c'était hyper important. On va tester tout au long du projet les idées et le produit. On va itérer en boucle courte pour répondre aux besoins et aux exigences exprimées par les utilisateurs. Et puis, on va prototyper, expérimenter rapidement, ce que j'évoquais tout à l'heure. On va échouer vite, mais on va s'améliorer pour plus rebondir. Voilà. Donc ça, c'est la culture design qui est partagée avec, en tout cas, je pense qu'elle est partagée avec beaucoup parmi vous. Mais ça, c'est l'essence. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'essence. Et puis après, c'est d'autres projets. Hein, alors, il y a des projets digitaux sur des applications, par exemple. Chez Humanis, on avait bossé là-dessus, sur une application pour Apple Watch, mais il y a d'autres projets. Et là, c'est un projet justement d'aménagement de quartier. Donc, dans le cadre imaginons la métropole du Grand Paris, on a travaillé avec les porteurs de projets, avec le groupe projet dans la réponse à concours. On a travaillé, qu'on a gagné, avec les architectes, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les associations, les ONG, etc. On a travaillé justement sur une vision commune. À quoi va ressembler le quartier demain? Et donc, on a fait plusieurs sessions de plusieurs journées en partant des insights, justement, de notre compréhension des attentes, des besoins, des aspirations des gens qu'on allait rencontrer dans la rue, des futurs utilisateurs, mais aussi des clients. Et on s'est assuré de pouvoir répondre par des promesses qui répondent à toutes ces attentes-là, à toutes ces aspirations. Donc, on a eu cette vision commune ensemble qui a permis d'aligner tout le monde. Donc là, on voit des sessions de travail où chacun vient pitcher ses idées, etc. Et par boucle d'itération, on arrive à cette vision. Donc ça, c'est hyper puissant parce que qu'on arrive assez vite, finalement, d'une part à briser la glace, puis en plus à arriver à cette vision commune. Donc on embarque tout le monde et chacun repart avec l'envie de poursuivre et avec la fierté du projet derrière. Donc ça, c'est une illustration, en tout cas la maquette sur les quais de Seine. Donc c'est un futur bâtiment, notamment à mixité d'usage, dans lequel on va intégrer des bureaux. Donc ça, c'est une des premières maquettes du projet. Et puis il y en a d'autres, hein, ça c'est, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Hein, ça c'est un projet de nouvelle activité d'agriculture urbaine sur le toit d'immeubles. On a utilisé des méthodes pareilles de design. On est allé à la rencontre, c'est à Lyon en fait, dans un ancien quartier. Il y avait une ancienne câblerie industrielle. Sur le toit de l'immeuble, on va créer des serres. Alors c'est encore en étude d'opportunité, des serres pour produire des fruits et des légumes. Et donc là, on est dans cette phase amont, on est allé rencontrer tous les acteurs du quartier, les commerçants, les restaurateurs, les passants pour voir s'ils seraient intéressés d'acheter des produits, en tout cas s'il y avait des besoins là-dessus, donc ça a été validé. Voilà, en utilisant des méthodes ethno. Peut-être qu'on peut passer aux questions, effectivement, s'il y en a plus. Alors, il y a des questions un peu techniques. Alors, que penses-tu des design sprint format 5 jours créés par Google? Parlerez-vous de la méthode des gros chans ou gros champs? Je ne sais pas ce que c'est. Donc peut-être ça, c'est des questions un peu techniques. Ouais. Déjà, si tu veux y répondre. Design sprint, oui, c'est bien. C'est une bonne méthode. Je pense que c'est assez vertueux.
En 5 jours, je ne crois pas qu'on puisse révolutionner le monde. C'est sûr qu'il ne faut pas se mentir. On est tout, pour ça que le titre du webinaire est, est accélérer la transformation. OK, on accélère, mais on accélère quoi? Il faut se reposer cette question. Oui, ça peut accélérer des phases. Je pense que ça accélère, mais il faut derrière, il y ait du sens. Donc, le design sprint, ça me paraît une bonne méthode. Nous-mêmes, enfin moi-même, j'ai déjà fait même des cycles beaucoup plus courts sur 2 jours, sur 48 heures. Quand on fait les programmes d'entrepreneuriat, on va dans des écoles de design et on fait travailler des gens ensemble pendant 2 jours avec des compétences design. Donc, on va même jusqu'au prototype, premières interfaces de prototype. Donc, ce que j'en pense, c'est que il n'y a pas de méthode miracle, si vous voulez, ou en tout cas dans le design thinking, on peut faire des phases de sprint, on peut animer ça avec des phases de sprint et on peut utiliser des méthodes spécifiques. Il y en a plein. Donc, le design sprint peut répondre tout à fait. Au départ, c'est plutôt pour des produits digitaux, mais ça me paraît intéressant. Ce qu'il faut, c'est s'approprier les méthodes et les faire, pas forcément forcer les gens à rentrer dans la méthode, mais l'adapter légèrement de façon à ce que ça soit appropriable et compréhensible. Donc oui, Design Sprint, c'est en 5 jours, je crois, et je pense que ça me paraît intéressant. Voilà. Et après, c'est grosse quoi? C'était la méthode? Je t'entends pas, Isabelle. GROSCHAN. La méthode des gros champs. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. D'accord, ok. Et ben comme ça, je pense que ce qui intéresserait aussi, c'est, enfin, j'ai vu plusieurs questions passer sur comment, en fait, concrètement, on arrive à briser les silos. Est-ce que donc toi, tu as des conseils concrets sur comment on arrive à aligner les gens, donc en les centrant sur le client? J'ai compris que c'était l'idée de fond, mais souvent c'est quand même un petit peu le problème, notamment si l'objet du design n'est pas forcément une appli ou un produit, mais un changement d'organisation. Oui. C'est souvent une question clé. Il faut avoir un sponsor dans l'entreprise qui accepte d'aider et et finalement où on va mettre les collaborateurs main dans la main autour d'un projet. Il faut vraiment fonctionner en mode projet. C'est ça qui va faire que ça fonctionne. C'est facile à dire comme ça, hein, mais il faut vraiment que le mode projet, en fait, c'est ça qui permet le succès. C'est ça qui brise le silo et les silos. Et pour ça, du coup, je pense qu'en amont, il faut décrire la méthode dans laquelle on veut travailler. Donc, un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, les phases. Prenez les 3 phases. Et puis derrière, se dire qu'il y a qu'on met toutes les directions autour de la table, en tout cas les principales qui sont concernées par le projet. Alors, ça dépend de votre organisation. Et qu'en forçant systématiquement cette réflexion autour de la vision client, je pense qu'à un moment donné, naturellement, ça doit, puisque si on fixe cette règle du jeu, ça va briser un peu, ça va faire en sorte que les gens vont arrêter de penser à leur intérêt au sein de l'organisation, mais plutôt au client. Donc, il n'y a pas de formule magique, encore une fois, hein, mais je pense qu'il faut un projet clair, explicité, un sponsor, une description de la façon dont on veut travailler, des étapes et des livrables clairs, voilà, avec des sessions où on vient alterner des sessions collaboratives avec des sessions de production. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une question un petit peu subversive, mais je l'aime bien. Faut-il obligatoirement être jeune et cool pour faire du design thinking? Un consultant senior peut-il être crédible dans ce type de prestation? Et si oui, comment se former le plus efficacement lorsque l'on a fait du consulting classique dans le bâtiment pendant des années? Je vais répondre à la question, mais je vais insister sur comment on casse les silos. Véritablement, mais je pense que vous l'avez tous vécu, ce qui fait qu'on casse les silos, c'est qu'à un moment donné, on partage une vision ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment tout l'enjeu. Et c'est pour ça que c'est important que les boîtes ils aient à un moment des projets iconiques et des produits qui soient aspirationnels, on va dire, ou qui soient vraiment forts, parce que ça permet aux gens, voilà, ça donne du sens, ça produit du sens. Donc, la vision partagée, c'est une vision produit ou service, mais qu'elle doit être construite avec tout le monde. Ça crée sinon de la frustration. Les gens ont l'impression
qui sont mis de côté. Donc, je pense que le design thinking répond en partie à ça. Ça permet de casser, en tout cas, d'intégrer tout le monde dans la barque. D'embarquer tous les collaborateurs. Ce qu'il faut être cool, non, il ne faut pas être cool. Je pense qu'il faut être ouvert, pas avoir peur de se tromper, de se lancer, pas avoir peur de faire de la perfection. Il faut aimer aussi aller à la rencontre du terrain. Quand on est des consultants seniors ou quand on est consultant senior et qu'on a bossé dans un secteur pas fun, c'est pas incompatible. Hein. Au contraire, je pense qu'il faut avant tout se former. Et puis surtout, après, il faut se lancer. Donc, il faut travailler avec des gens qui ont des compétences en design ou design thinking. Et puis se lancer. Donc, il y a des formations qui sont dispensées aujourd'hui par des écoles. Hein. Il y a des écoles, l'ENSI des ateliers, Strat Collège, l'école de design de Nantes, les Gobelins. Il y en a d'autres. Il y a aussi il y a d'autres organismes qui dispensent ça. Moi, je serais d'avis, je pousse plutôt à aller dans les écoles parce que d'aller dans les écoles, ça permet d'avoir une bouffée d'oxygène en rencontrant des étudiants et des élèves. Donc, c'est un véritable plus. Et après, moi, je suis partisan et c'est ce que j'ai essayé de faire là au travers du programme d'intrapreneuriat de Bouygues Immobilier. C'est qu'on emmène les porteurs de projets dans les écoles de design et ils vont apprendre en faisant en fait. La meilleure chose à faire, c'est pas le théorique, c'est la pratique, on le sait tous. Donc la théorie c'est bien, mais il faut vraiment mettre les mains dedans et puis vivre soi-même l'expérience qui est enrichissante et donc c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc, on a plusieurs questions autour de ça sur ceux qui sont intéressés en fait pour essayer de commencer un projet. Donc là, tu viens de donner une réponse, c'est par exemple faire un projet avec l'ENSI, les ateliers. On enverra peut-être des éléments de formation de IDEO et d'autres références pour ceux qui veulent peut-être se mettre un pied à l'étrier. J'ai d'autres questions. Alors, il y en a une qui n'est pas très claire pour moi, mais peut-être que tu comprendras. Quel est l'état d'esprit ou le mindset à adopter pour un bon projet de design thinking? Est-ce qu'il faut un état d'esprit particulier? Et puis, il y a aussi des questions autour de est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que la posture de consultant, c'est bien pour faire du design thinking ou est-ce que c'est mieux d'essayer d'internaliser à terme cette fonction-là? D'abord, le bon mindset, je ne sais pas trop répondre. Je pense qu'encore une fois, ça s'improvise pas. Il faut un minimum de bagages. C'est comme tout, hein, on peut pas tout faire. Il y a des compétences. Enfin, des gens qui font tout, moi j'ai du mal. Je pense qu'il y a des gens qui ont des compétences, des formations. Il faut respecter ça. Il y a des experts du design, des experts du marketing. Maintenant, c'est abordable. Ça veut dire qu'il faut un minimum de bagages. Donc, le bon mindset, c'est la remise en question. C'est effectivement accepter que quand on mène un projet, c'est accepter que les gens aient des visions différentes et de confronter ces visions. Voilà. Et c'est accepter d'aller sur le terrain parce qu'on peut pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'accepter de sortir du bois et d'aller vraiment voir ce qui se passe. Et parfois, la réalité fait un peu mal à voir. C'est d'accepter voilà, d'être dans cette posture d'ouverture. Donc, ça veut dire que tout le monde potentiellement peut être éligible à ça. Quoi. Je pense que voilà, après, il faut avoir envie. Et il ne faut pas se forcer, il faut avoir envie de découvrir ça. Et puis, je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui sont reconnues dans ces disciplines-là. Voilà. Et donc, ça, c'était pour le mindset. Et ensuite, c'était sur tu peux l'approche d'un consultant indépendant. En fait, est-ce que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur ou est-ce que la plupart des entreprises pensent que c'est mieux que ce soit internalisé? Non, mais je pense qu'il faut les deux. Il faut les deux parce que il y a des boîtes qui ont décidé d'intégrer du design. Chez Decathlon, il y a 150 designers parce que produits de grande conso. Et parce qu'il y a deux types de designers, enfin deux types, je caricature. Il y a des designers en amont, ils vont imaginer les produits. Il y a ceux qui vont exécuter et puis ils vont faire aussi des produits physiques, numériques, donc des services, des applications. Mais ils ont besoin parce qu'ils ont des collections, ils ont plusieurs collections par an et que ça va très vite et qu'ils sont dans cette logique
de consommation de produits. Et puis, il y a des gens qui vont avoir juste un petit studio internalisé. Je pense par exemple chez EDF, ils ont un design lab avec quelques designers. Ils font travailler, ils sont plutôt sur un apport méthodologique avec des ateliers de prototypage, etc. Puis il y a des boîtes qui vont avoir, je sais pas, une digital factory par exemple, mais ils vont bosser avec des agences de design où ils vont sous-traiter pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de récurrence pour internaliser, ou alors parce que aussi c'est une bouffée d'oxygène, hein, faut pas se mentir. Il y a des boîtes où il y a des designers intégrés, mais c'est bien aussi de pouvoir dialoguer à l'extérieur, toujours enrichissant de pouvoir confronter avec des visions. Je pense que ça dépend au cas par cas en fonction de la culture de la boîte, des enjeux, de ce qu'on veut faire. Dans un premier temps, à mon avis, ce qui est positif, c'est plutôt de travailler avec des gens à l'externe avant d'internaliser. Ouais, je pense que c'est déjà d'abord de faire l'épreuve. Et puis, quand on a fait l'épreuve, on étudie l'opportunité d'internaliser si on juge que c'est utile et que ça peut apporter de la valeur immatérielle notamment. Et je pense que, encore une fois, intégrer le design, c'est pas juste intégrer, c'est intégrer une culture. Voilà, ça fait évoluer la culture de l'entreprise. Alors, j'ai encore une question. Peut-être, comme je vois qu'on a déjà un peu dépassé l'heure de la fin prévue, pour ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à nous mettre une note de 1 à 5, 5 étant le mieux, pour nous dire à quel point vous avez aimé le webinaire et puis un petit commentaire. Et donc, j'ai une question de Camille que je trouve très bien. À quel moment peut-on savoir que l'on a besoin du design thinking? Donc, sa question, c'est quand est-ce que l'on se dit que l'on rentre dans le process, parce qu'on ne peut pas non plus tout revoir tout le temps. Donc, est-ce que tu as un petit peu des petits warnings qui s'allument et tu dis, ah là, c'est vraiment la situation idéale pour essayer d'entamer ce process-là? À quel moment je vais Quelles conditions il faut réunir pour que ce soit intéressant? Donc, quand il y a un enjeu autour d'usage, ça c'est clair. Quand on est bloqué sur un projet et qu'on n'arrive pas, voilà, on est complètement bloqué, on a besoin d'une bouffée d'oxygène et qu'on a besoin d'avoir un regard différent, on va devoir penser un peu différemment, faire différemment les choses. Je pense que ça c'est bien. D'accord. Beaucoup, hein, beaucoup de situations on peut faire appel au design thinking. Quand les gens ont des visions contradictoires, ils n'arrivent pas à s'entendre, à converger vers une vision commune. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Quand on a un nouveau projet, on part de zéro et on n'a pas trop de contraintes, je pense que c'est le bon moment aussi pour voilà, se lancer des méthodes comme ça. Super. Quand il y a un nouveau monde post-Covid, par exemple. Merci Christophe. Non, mais évidemment. Mais après, c'est au service de quoi on met tout ça, si vous voulez. De toute façon, c'est toujours un peu la même question. C'est que elles sont puissantes alors, elles ne sont pas indispensables, mais elles créent de la différence, mais elles sont puissantes si on les met derrière à servir d'un projet porteur de sens et surtout de la valeur. C'est ça qui, je pense, qui est singulier aussi dans cette méthode-là. Je reviens dessus, j'enfonce le clou, mais c'est que si on centre la réflexion sur l'humain et les usages, a priori, on ne doit pas trop se tromper sur la finalité et ça devrait faire un projet qui a du sens. Voilà. Voilà, donc oui, forcément, post-Covid-19, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets qu'on peut traiter comme ça. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais partager en Moi, je particulier? voudrais déjà vous remercier. Puis, je pense que je ne sais pas si Isabelle, tu peux partager, mais c'est un peu frustrant parce qu'on survole un peu les choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on peut rester en contact sur LinkedIn ou Ouais. n'hésitez pas, Isabelle, tu peux partager mes coordonnées. Oui. Je voulais vous remercier. Puis, si vous avez des questions plus précises encore, je peux passer du temps avec vous individuellement ou voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous voulez des liens sur des sites, etc. Je vous ai dit, hein, les bouquins à IDEO, il est bien. Il y en a quelques bouquins en français qui sont pas mal.
Et puis, sinon, il y a beaucoup de choses en ligne, en open source, sur le site d'IDEO, sur le site de la Discool, sur le site des écoles. Il y a pas mal de choses de documentation. Ce que je te propose, Bertrand, c'est j'ai noté ce que tu me disais. On va essayer de faire un petit mail qu'on enverra à tous les participants en récapitulant un petit peu toutes les sources où ils peuvent se documenter, si ça te va. Comme ça, tout le monde pourra aller un peu creuser. OK, Ouais, ok. merci à vous. Bah, merci beaucoup. Les retours sont très bons. Tout le monde a l'air d'être ravi. Tous ceux qui ont donné une note ont donné un 5. Donc, écoute, merci beaucoup pour le retour terrain est positif. Oui, bah, tant mieux, mais c'est pas forcément un exercice simple non plus parce que c'est vrai qu'on la promesse est ambitieuse au départ, dire en 1 heure. Mais en tout cas, moi, c'était un vrai plaisir et puis je vous souhaite à tous une bonne continuation, le meilleur pour vos projets et voilà. Et n'hésitez pas à me derrière si vous le souhaitez. Bah, merci beaucoup, Bertrand. Bah, je crois qu'on va clore la session comme ça. La semaine prochaine, ce sera un petit peu différent, mais n'hésitez pas à vous connecter aussi. Ce sera donc avec des experts du no-code pour lancer des projets sur l'automatisation. Donc, c'est vraiment ils ont vraiment des projets assez incroyables de tout ce qu'on peut faire sans taper une seule ligne de code. Donc, il peut aussi être intéressant pour optimiser les projets, gagner du temps et être plus efficace. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis à bientôt. Merci, au Merci. revoir.